Imaginez un instant que la moitié des chefs-d'œuvre que vous admirez encore aujourd'hui, des toiles vibrantes aux dômes majestueux, aient été financés par un seul et même guichet de banque. Ça sonne comme une légende, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la pure et simple réalité de la Florence du XVe siècle. En 1469, la branche principale de la famille Médicis, ces banquiers qui allèrent devenir des princes, géraient plus de 100 000 florins en dépôt. Pour vous donner une idée de la somme, c'est l'équivalent, en pouvoir d'achat actuel, de près de 300 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Dans le même souffle, cette puissance financière commanditait 3 tableaux de Botticelli, finançait 2 chantiers colossaux de Brunelleschi et bâtissait le palais qui abriterait plus tard Michel-Ange. Coïncidence? Absolument pas. L'art flamboyant de la Renaissance n'était, en vérité, qu'une ardoise comptable déguisée en marbre scintillant. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses de cette époque fascinante et découvrir comment de simples additions sont devenues les rois du monde. À Florence, le mot banque trouve son origine dans le terme italien banca, la table de change sur laquelle on posait les pièces et on faisait les comptes. Mais pour les Médicis, cette table s'étendait bien au-delà des frontières de la Toscane. Elle était mondiale. Leur succursale s'étirait de Bruges à Londres, en passant par Naples et Rome. Leur secret, cette innovation qui allait révolutionner la finance? La comptabilité en partie double. Une méthode d'une simplicité redoutable, mais d'une efficacité inégalée. Chaque florin reçu s'inscrivait 2 fois. Une fois au crédit chez le déposant, une fois au débit chez la succursale. Le résultat? Une erreur se voyait comme une tache d'encre sur un parchemin immaculé, rendant les fraudes quasi impossibles à dissimuler et offrant une transparence alors inédite. Mais ce n'était pas leur seule astuce. Ajoutez à cela les lettres de change, ces papiers signés Perix, Adi Ibgil. C'était une promesse de paiement dans une autre ville, à une date fixe. Imaginez le commerçant qui part pour Alexandrie avec une simple feuille pliée dans sa ceinture. Il arrive à destination, la présente et touche ses ducats. Fini les convois lourdement chargés d'or, proie facile pour les brigands. Fini le risque de se faire dévaliser. Les Médicis prenaient une commission de 4% sur ces transactions, un tarif dérisoire comparé à la réduction drastique du risque de braquage, estimé à 90%. En 1450, cette seule ligne d'activité rapportait 6 000 florins par an, une somme plus que suffisante pour financer le lapis lazuli, ce pigment bleu outre-mer si précieux, utilisé pour la robe de la Vierge dans la Primavera de Botticelli. La finance, voyez-vous, a toujours su se parer des couleurs de l'art. L'or, chez les Médicis, ne servait pas qu'à faire fructifier les dépôts ou à sécuriser le commerce. Il servait d'abord et avant tout à acheter des voix, à tisser des alliances, à modeler le destin politique. Cosme l'Ancien, le patriarche de la famille, prêta ainsi 400 000 florins aux princes allemands, leur fournissant même des galères vénitiennes pour leur campagne militaire. En retour, il obtint un privilège exorbitant, le droit de battre monnaie. Imaginez un peu, une famille privée, sans titre royal, frappant ses propres pièces. Ces florins portaient fièrement les armes des Médicis, une gueule de lion et 6 ronds, symbole des pilules médicales, qui rappelaient les origines de la famille. Médicis signifiant médecin. Chaque paiement, chaque transaction politique devenait une publicité ambulante pour leur pouvoir et leur influence. Et les dettes du pape alors? Quand le souverain pontife se retrouvait à court d'argent, qui venait à la rescousse? Les Médicis, bien sûr. Ils rachetaient la dette pontificale, mais pas sans contrepartie. En échange, ils exigeaient la tutelle des mines d'Alain de Tolfa. L'alun, ce sel minéral indispensable à la fixation des teintures, était alors une ressource stratégique majeure pour l'industrie textile européenne. Soudain, les Médicis contrôlaient 80% du monopole mondial de ce fixateur. Leur banque n'était plus seulement une institution financière, elle était devenue un État dans l'État, une puissance capable de dicter ses conditions aux plus grands de ce monde. En 1464, Laurent le Magnifique n'était officiellement qu'un simple citoyen de Florence. Pourtant, dans les faits, c'est lui qui nommait les gonfaloniers, les ambassadeurs et même les maîtres des œuvres. Pourquoi? Parce qu'il tenait les livres, et avec eux, tous les secrets. Les carnets comptables révélaient qui avait emprunté pour financer quelle maîtresse, quelle campagne, quelle ambition secrète. Savoir, c'est gouverner. Le pouvoir de l'information n'est pas une invention moderne, il était déjà la monnaie la plus forte de la Renaissance. Mais cette bulle de richesse et de pouvoir, aussi brillante soit-elle, était gonflée de l'air instable de la Méditerranée. Tout système à réserve fractionnaire, où une banque ne conserve qu'une fraction des dépôts et prête le reste, ne tient que tant que la confiance règne.
Le jour où cette confiance vacille, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Ce jour arriva. Quand les galères de Léon X coulèrent à face au barbaresque, les pertes des Médicis explosèrent. 700 000 florins envolés en 1515. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les dépôts commencèrent à fuir, s'envolant vers des institutions moins établies, comme les oratorians, qui promettaient des rendements de 10% garantis par la prière. Une promesse qui en dit long sur le désespoir des épargnants et la naïveté de l'époque. Face à cette hémorragie, les Médicis durent brader leur stock d'Alain à prix coûtant, perdant un levier économique majeur. La moralité est simple, un système financier, même le plus sophistiqué, repose sur la confiance. Le jour où le bruit court que la banque est à sec, Florence se vide de ses écus, et la panique s'installe. En 1494, l'invasion française de l'Italie sonna le glas de cette ère d'opulence. Les guichets fermèrent, le système s'écroula. Les livres comptables, précieusement conservés aujourd'hui dans les archives florentines, révèlent un déficit abyssal de 51 000 florins en une seule semaine. Les artistes, eux, n'avaient pas de clause de sauvegarde. Michel-Ange, en plein travail, quitta la ville sans que sa dernière commande ne soit payée. L'art, vous le voyez, est aussi volatile que la dette, son destin intrinsèquement lié aux caprices de la finance. Mais revenons à un moment plus glorieux, en 1475. Botticelli s'apprête à peindre la cape de la Vierge. Pour cela, il a besoin de 25 kilos de lapis-lazuli, ce minerai précieux dont le bleu profond est plus cher que l'or. Sans la banque des Médicis, ce bleu iconique n'aurait jamais pu orner la toile. Les Médicis ne se contentèrent pas de payer, ils prenaient 50% du prix du tableau en garantie. Si l'œuvre ne se vendait pas, ils la rachetaient, la stockaient précieusement dans leur somptueuse villa de Careggi. Le résultat, l'artiste était couvert, libéré des soucis financiers, pouvant se concentrer pleinement sur sa création. Le mécène, lui, affichait sa piété et sa richesse, renforçant son prestige. Et la banque, elle transformait l'intangible, l'émotion d'une œuvre d'art, en un actif bien réel, une valeur qui prendrait de l'ampleur avec le temps. Même topo pour l'architecture, cette autre grande passion de la Renaissance. Brunelleschi, pour lever son dôme monumental, bénéficia d'un crédit bail de 14 ans. Les Médicis payaient les briques, les ouvriers, les matériaux, et en retour, ils touchaient 7% sur les droits de marché de la cathédrale. Oui, vous avez bien entendu, chaque transaction commerciale autour de ce chef-d'œuvre leur rapportait. Le touriste d'aujourd'hui, en achetant son billet pour admirer la cathédrale de Florence, paye encore, sans le savoir, les intérêts d'un prêt signé en 1420. L'art, sous l'égide des Médicis, était devenu bien plus qu'une simple expression esthétique. C'était une obligation à coupon culturel, un investissement dont les dividendes se mesurent en émerveillement séculaire. La Renaissance, cette époque de génie et de calcul, nous offre des leçons intemporelles pour notre monde moderne. La première leçon, c'est que la liquidité suit la narration. Quand Laurent le Magnifique voulait une statue, il commandait un David. La ville entière parlait du projet, l'enthousiasme montait, la confiance remontait, et, comme par magie, les dépôts affluaient à nouveau dans les caisses de la banque. L'art, en créant du buzz, restaurait la confiance économique. Deuxième leçon, la diversification est reine. Les Médicis ne se contentaient pas d'être banquiers. Ils possédaient des mines, des ateliers de teinture, des verreries, des manufactures de soie. Quand la banque flanchait, la soie tenait bon. Un portefeuille d'activités variées permettait d'amortir les chocs et de maintenir la dynastie à flot. Troisième leçon, la réputation est un actif inestimable, mais aussi un passif caché, une épée de Damoclès. Une simple rumeur de faillite pouvait tuer une dynastie plus vite qu'un mauvais investissement. La confiance, une fois brisée, est une chose difficile à reconstruire. Quatrième leçon, la régulation arrive toujours trop tard. En 1520, face aux excès, le pape finit par limiter les taux d'intérêt à 12%. Mais à ce moment-là, la banque des Médicis, affaiblie par les crises et la perte de confiance, était déjà mourante. Les règles ne peuvent pas ressusciter un système déjà défaillant. Cinquième et dernière leçon, peut-être la plus belle, financer l'art, c'est créer un actif qui ne se déprécie jamais. Les tableaux de Botticelli, commandés il y a des siècles, valent aujourd'hui des centaines de millions d'euros. Les comptes bancaires des Médicis, eux, ne rapportent plus rien. L'art est un placement sur l'éternité. Si ces histoires vous donnent une nouvelle perspective sur la Joconde, si elles vous font voir l'histoire sous un angle inédit, alors n'hésitez pas. Likez et abonnez-vous. C'est gratuit,
Et c'est ce qui me permet de financer mes prochaines recherches, de vous apporter d'autres récits fascinants comme celui-ci. Vous pensez que les crypto-monnaies sont révolutionnaires, qu'elles ont inventé la décentralisation? Détrompez-vous. Les Médicis faisaient voyager de la valeur à travers toute l'Europe sans mouver un seul florin physique, grâce à leur système de lettres de change et à leurs receaux. Votre banque vous prête 90% de votre dépôt? Ils faisaient exactement pareil, bien avant l'heure, et sans la moindre garantie étatique. Leur astuce? Le réseau familial, cette toile complexe de cousins et d'associés. Pour retirer 1000 florins, à Rome, il fallait l'accord de 2 cousins à Florence. Une sorte de consensus distribué avant l'heure. Aujourd'hui, la blockchain remplace l'apparente, mais le principe reste le même. La confiance distribuée. La seule différence, et elle est de taille, c'est que quand un crypto-crash survient, il n'y a pas de Laurent le Magnifique pour commander un cantique de Noël et raviver le moral des troupes pour injecter de la confiance par le prestige de l'art. Alors, la leçon est claire. Diversifiez. Un peu d'indices boursiers, un peu d'immobilier, un peu d'art si le cœur vous en dit, mais surtout, ne mettez pas toute votre fortune dans une seule et unique banque, qu'elle soit traditionnelle ou numérique. L'histoire financière est une suite de cycles, et les principes de prudence restent éternels. En 1530, la banque des Médicis était morte, ou du moins, n'était plus la puissance qu'elle avait été. Mais la famille, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Elle comptait désormais un pape dans ses rangs, 2 ducs, et même une reine de France. Leur secret final, l'ultime transformation, transformer le cash en titre, la richesse liquide en pouvoir souverain. Ils claquèrent leur dernière liquidité, leur dernier florin, pour acheter le duché de Toscane. Le résultat, plus besoin d'équilibre comptable, plus de soucis de réserve fractionnaire. Ils pouvaient désormais imprimer leur propre monnaie, lever l'impôt à leur guise, effacer les dettes d'un trait de plume. Le pouvoir politique était devenu leur assurance-vie ultime. La moralité? Quand vous contrôlez la banque centrale, les pertes deviennent de simples pertes souveraines, diluées dans l'économie globale. Mais le coût, lui, est bien réel. Les citoyens perdent la note par l'inflation. En 1535, le florin perdit 20% de sa valeur. Les artistes recevaient toujours leurs commandes, certes, mais le pain coûtait double pour le peuple. La leçon est amère. Quand la finance et l'État fusionnent, quand le pouvoir bancaire devient pouvoir politique absolu, la botte peut prospérer sous le mécanat, mais le peuple, lui, risque de jeûner. Envie de savoir comment les Fugger d'Augsbourg, ces autres géants de la finance, ont financé l'empereur Charles Quint et battu les Médicis à leur propre jeu? Cliquez ici. La suite de cette saga financière est déjà en ligne. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un tableau de la Renaissance, que vous admirerez une sculpture ou un édifice de cette période, rappelez-vous, derrière chaque dorure, chaque coup de ciseau, chaque pierre posée, se cache un billet à ordre, un contrat de prête, une ligne dans un grand livre de comptes. Les Médicis nous ont prouvé qu'on peut, littéralement, acheter l'éternité avec des chiffres, pourvu qu'on sache raconter une belle histoire, investir dans la botte. Mais ils nous ont aussi montré que la confiance est un pont de verre, magnifique dans sa transparence, mais incroyablement fragile. Aujourd'hui, que vous investissiez en bourse, en crypto-monnaie ou en crowdlending, gardez en tête ces 3 mots, les véritables clés de leur succès et de leurs échecs. Liquidité, diversification, réputation. Et si, un jour, la fortune vous sourit au-delà de vos rêves les plus fous, commandez peut-être un tableau. Non pas pour spéculer, non pas pour l'afficher comme un trophée, mais pour laisser une trace, un héritage que les générations futures paieront, avec les intérêts de l'émerveillement.